Quand j'étais petit, j'étais un rêveur. J'avais bien les pieds sur terre, mais mon esprit était toujours ailleurs. Toujours dans la lune ou tête en l'air, comme les grands aimaient à le dire. Mais eux ne pouvaient voir tous ces paysages extraordinaires qui s'offraient à moi. Et moi, ça m'énervait. On me disait timide, renfermé, mais je n'étais pas là pour parler en fait. J'étais un aventurier de royaumes immenses, un arpenteur de territoires intérieurs. Parfois c'était des choses simples. Par exemple, quand on prenait la voiture, je regardais par la fenêtre et je m'imaginais voler au-dessus des champs de canne à sucre. Ayant grandi à l'île Maurice à Madagascar, la mer, le soleil, la végétation touffue, son vert profond et dense, la moiteur de l'air, ces choses m'ont accompagné et ont fondé mon imaginaire primitif, que j'ai perdu par la suite. J'ai toujours été accro à la fiction. Ça commençait par les rêves complètement loufoques que je faisais, jusqu'aux films que j'ai réalisés dans ma tête et qui ne sortiront jamais au cinéma, en passant par l'écriture, le dessin, la BD, les jeux vidéo. Mais en grandissant avec les responsabilités, la vie d'adulte et ses désillusions, la parentalité, je suis redescendu peu à peu sur Terre. On laisse de côté l'imaginaire, la magie, pour se concentrer sur le matériel. Enfant, j'étais un petit garçon maigre, frêle, fragile, asthmatique, invisible. Et en grandissant, j'ai pris du poids, un peu plus d'assurance. Je me suis ancré dans la terre, j'ai fait du sport. Je me suis incarné. Mais j'ai toujours gardé ce rapport au cosmique, cet attrait pour l'absolu. L'immensité de l'espace et ses étoiles, autant que cette attention pour la beauté dans le banal. Parfois encore, lorsque je regarde un dessin d'enfant, lorsque j'écoute le bruissement des feuilles sous le vent, que j'observe avec émerveillement un coucher de soleil dans un ciel d'été, ça peut me remettre dans cet état de pure béatitude, de paix intérieure, de vertige sublime, que les mots peinent à décrire. Cet état que j'appellerais la contemplation. Si ça vous parle à vous aussi, et je sais que ça doit parler à beaucoup d'entre vous, cette espèce de sentiment étrange, là, proche de la nostalgie, mais une nostalgie sans véritable objet. Une émotion douce amère, où tous nos sens sont en éveil, où on se sent faire partie d'un tout, où on a l'impression d'atteindre la vérité du monde. Si vous avez ressenti ça, alors vous avez touché du doigt la contemplation. Dans son acception la plus courante, contempler, c'est synonyme de regarder longuement, avec émerveillement, en étant absorbé par l'objet regardé. Mais c'est une définition assez pauvre en réalité, qui ne prend pas compte de toute la portée spirituelle de ce concept. Il existe aussi des définitions religieuses ou philosophiques. Dans le christianisme, par exemple, la contemplation s'écarte des choses physiques, elle est plus un moyen d'accéder au divin. Certains ordres religieux prônent même une vie contemplative, une sorte de quête mystique menant à la béatitude et à la grâce. Pour les philosophes grecs, la contemplation, c'est plutôt une contemplation des idées, l'examen des concepts. C'est un acte qui permettrait d'accéder à la connaissance pure en s'affranchissant du sensible. La voie que j'ai choisie, moi, pour vivre cette vie contemplative, ça a été l'art. I thought an artist
had to teach how to look at the world, but I don't think that anymore. Now I just think about my relationship to eternity. Partout, je recherche la beauté. Dans les majestueuses murmurations des étourneaux, comme dans la solitude d'une station essence. Quand on essaye d'être artiste, on traverse toutes sortes de questionnements. Qu'est-ce que je peux réellement apporter artistiquement à ce monde? Quelle est ma place? Personnellement, j'adore ces moments suspendus, ces petites trêves poétiques, que ce soit dans un film, un jeu vidéo ou même dans la vie de tous les jours. Pour moi, la contemplation se niche dans le vide, dans l'interstice, dans ce curieux territoire de l'évanescent, du fugace. C'est trouver en soi l'état de vibration du monde qui s'évapore devant nous. C'est être sensible au revers poétique du réel. Comme l'a résumé dans cette phrase Pierre Reverdy. Le contemplatif est celui pour qui l'envers vaut plus que l'endroit. La contemplation, ce n'est pas tant faire attention aux notes jouées qu'être ému par le silence qui les succède. I'd like to share my vision with people who can't see what I see the way I see. Yes, but why? Because my vision is closer to the reality of the world. I can make people feel what it's like to be alive. Pour revenir à la question de l'art, quelle place y est laissée à la contemplation? Pour prendre en exemple le cinéma, qui est un médium que je connais assez bien, lorsqu'on parle d'un film contemplatif, ça veut tout et rien dire en vérité. On parle généralement d'un film assez lent, avec de longs plans fixes qui montrent la nature, les éléments. Des films qui font passer l'émerveillement esthétique avant le sens ou la narration. Et tout ça pour moi, c'est réduire la contemplation à un gimmick formel, comme s'il suffisait de ralentir le rythme et observer de beaux paysages pour faire une œuvre contemplative. Pour moi, ce n'est pas tant dans la forme que réside la contemplation, au sens que je l'entends. Elle tend vers quelque chose de plus spirituel, de plus personnel en fait. Elle est tout autant un mouvement du film vers moi qu'une projection de quelque chose de moi sur l'écran. La contemplation, elle a lieu hors de l'action. Elle ne fait pas avancer le récit. C'est un moment de poésie suspendu dans le temps. Il est vrai qu'elle naît d'abord de la contemplation de la nature. Après tout, la nature possède déjà les prémices de ce que l'art a toujours voulu représenter. Le vent fait exister le mouvement des feuilles, qui ont d'ailleurs fasciné les premiers spectateurs des vues-lumière. Le ciel nocturne est le premier écran que les hommes ont toujours contemplé. Les nuages, les premiers blocs d'imagination dans lesquels sont taillés nos rêves, et lumière et ombre forment l'étoffe dont sont tissés nos songes. Ce sont des émotions très primitives en fait. L'émerveillement du mouvement, de la lumière, d'un regard, d'un visage. Ce sont des choses qu'on a vécues tout bébé et qui sont gravées dans notre mémoire sensorielle. Je crois qu'un contemplatif sera touché par ces petites choses. Mais dans l'appréciation véritable de l'art, il y a aussi quelque chose de plus profond, qui prend lieu dans nos propres expériences passées. Cet imaginaire originel qu'on a vécu enfant et dont je parlais précédemment. Et c'est ce qui rend l'art si subjectif. Un tableau peut nous bouleverser et à une autre personne ne procurer aucune émotion. C'est parce que ce qui nous touche dans l'art vient aussi chercher en nous une émotion qu'on a vécue précédemment et qui fait résurgence. Pour revenir au cinéma, je pense que la contemplation tient compte à la fois d'un plaisir vraiment primitif. Ce sera par exemple s'émerveiller d'un mouvement, s'étonner d'une valeur de cadre, d'un chant contre chant, mais elle tient aussi compte d'un rapport personnel à une situation. Quelque chose dans quoi je me retrouve, qui me parle, à laquelle je peux m'identifier. Combien de fois il m'est arrivé d'être touché par quelque chose dans une œuvre et de savoir que je pourrais pas expliquer aux personnes qui sont avec moi ce que j'ai vécu. Au cinéma, ce sont ces moments qui me touchent le plus. Des choses qui échappent même parfois à la volonté du cinéaste. Lorsque je vois des films d'Houssiaotienne, ce qui me touche le plus, ce n'est pas l'histoire ou les compositions d'images, bien qu'elles soient très élégantes. Non, ce qui me touche, c'est l'air, le climat, la luminosité. C'est l'architecture, ce sont ces murs décrépits, cette ambiance moite, cette végétation touffue et tropicale, qui me renvoie irrémédiablement à mon enfance à l'île Maurice. Et
c'est ce qui me met dans cet état contemplatif. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé un film parce qu'ils ne sont pas rentrés dedans, ou qu'ils n'ont pas été attrapés par le film, qu'ils pensaient à autre chose, qu'ils sortaient du film. Moi, j'aime bien rêver à d'autres choses quand je regarde un film. Quand il me rappelle des souvenirs, des moments que j'ai vécus, des sentiments que j'ai éprouvés, quand il me donne des idées, quand il me donne envie de faire du cinéma en fait. Une salle de cinéma, c'est une boîte à rêves. Est-ce que nous avons perdu ça? Ce lien avec la poésie du monde. Je conçois qu'il n'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir contempler de la sorte, être émerveillé par les petites choses, quand on est englué dans un quotidien suffocant, la tête baissée en ruminant des pensées sombres. Il est difficile de lever la tête pour regarder les étoiles. C'est aussi peut-être lié au caractère de chacun et cela demande de la patience, du recul. Et je comprends parfaitement qu'on puisse s'ennuyer devant des films comme ça. Moi-même, parfois je m'en lasse. Je cherche de l'adrénaline, des sensations fortes, des histoires qui me font vibrer, de l'action, de la fantaisie, du rire. Mais rien, et je serai formel là-dessus, rien ne me marque plus, ne me hante plus que ces moments de pur émerveillement, de pure contemplation. Mais j'avoue que dans le monde actuel, je perçois le recul de ce rapport subtil au recueillement poétique. Est-ce qu'à l'ère du numérique, il reste une petite place pour les contemplatifs? À l'ère de l'information constante, à l'ère où tout concept trouve une nouvelle définition, où l'image supplante l'imaginaire, où le mystère, le silence, la béatitude ne trouvent plus leur place. Partout du discours, des débats, de l'action. Et c'est super, hein, il faut de l'action. L'action, c'est le mouvement. C'est ce qui fait bouger les choses, ce qui remplit de ferveur, c'est ce qui rassemble les gens. Mais malgré tout, force est de constater que dans un monde d'action, il y a très peu de place pour les rêveurs. On observe dans l'art actuel une tendance à la standardisation des émotions, un lissage qui définit objectivement la beauté, non plus subjectivement. Et pas que dans l'art, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, les photos retouchées avec des filtres, une course à l'image parfaite. En tout cas, comme c'est quelque chose de personnel et unique à chacun, qui échappe parfois à l'intentionnalité des créateurs et ne répond pas à une uniformisation des émotions, en ce sens pour moi la contemplation peut être une posture politique, un positionnement radical face à un monde qui nous incite à toujours faire, à toujours aller plus vite. Mais accéder à cette posture demande un certain lâcher-prise, il faut accepter peut-être l'inaction, l'ennui, l'improductivité. Il ne faut pas chercher un résultat, un produit fini. La contemplation n'a pas de fonction en soi. Dans un monde quadrillé et utilitariste, est-ce que l'art arrive encore à s'extirper de toute visée fonctionnelle? Le but n'est pas de faire une critique de l'état actuel de l'art, clairement pas, surtout qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se font dans tous les domaines. Je voulais simplement parler d'une sorte de désintérêt général pour la lenteur, le recueillement, ce goût pour la solitude, dans ce monde ultra connecté à la recherche constante de divertissement, où on glorifie le spectaculaire au détriment de la beauté fragile du banal. Alors on pourrait aussi dire que rechercher ça, c'est peut-être rester un peu à l'écart du monde, c'est ne pas être dans la vraie vie, dans ses entrailles, ou qu'on survole la vie, je sais pas, peut-être. Mais voilà, je suis pas non plus un moine ou un esthète qui rechercherait le nirvana artistique, non. Non, ce serait mentir de dire que je ne suis pas dans la vie, que je profite pas de ses plaisirs, ou que je ne subis pas ses galères, son quotidien étouffant et répétitif. Et ils sont plutôt rares ces moments de poésie pure, c'est bien pour ça que je les chéris tant. J'aimerais donc vous laisser avec cette dernière pensée. Albert Camus, qui est de loin, je pense, mon écrivain préféré, a écrit dans Nos, une de ses œuvres de jeunesse, cette phrase qui m'a profondément marqué. Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Et je crois que ça résume parfaitement la vie d'un artiste. En tant que contemplatif, il est vrai que parfois il est difficile de vivre la vie. Mais je crois qu'en tant qu'artiste, on se doit de vivre la vie pour pouvoir en témoigner. Peut-être alors seulement, une fois qu'on aura vécu tout un tas de situations, rêvé 1000 scénarios et paysages, vécu des rencontres, des séparations, des éclats de colère et de rire, des pleurs,
des frayeurs, l'émotion d'un échange de regards avec un ami, la sérénité d'un temps privilégié seul avec soi, l'engouement pour une cause ou l'étonnement d'une situation farfelue. Peut-être alors qu'on sera en mesure de faire passer une émotion vraie, qui suscitera chez quelqu'un qui lira nos mots, qui regardera nos photos, nos tableaux ou nos films, un état de contemplation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Sinon, je vous dis à plus.